Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Maître et étudiant. Méphistophélès, avez-vous déjà beaucoup étudié? L'écolier, je viens vous prier de vous charger de moi. Goethe, Faust, 1831. Lydie, Chandrasekhar, 1910 à 1989, fut un astrophysicien éminent, un grand physicien et mathématicien appliqué, un savant très original. Né en Inde, il poursuivit ses études à Cambridge, Angleterre, puis émigra à Chicago où se déroula toute sa carrière. Plus de 50 étudiants ont obtenu leur thèse sous sa direction, et plusieurs collaborèrent étroitement avec lui ensuite. Une des histoires favorites de Chandrasekhar, qu'il racontait à la plupart de ses étudiants, est extraite du poème épique indien Mahabharata, et Chandrasekhar la disait ainsi, en omettant les noms des personnages à cause de leur étrangeté pour ses étudiants non indiens. Il était une fois 5 princes. Alors qu'ils prenaient des leçons de tir à l'arc avec un maître renommé, l'un d'entre eux fut reconnu comme le meilleur de tous. Un jour, un visiteur, un ménestrel errant, arrive dans l'école de tir à l'arc et voit les 5 princes en train de s'entraîner. À ses yeux, ils paraissent extraordinairement bons, rien ne les distingue l'un de l'autre. Quand il fait part au maître de son observation et lui demande pourquoi l'un d'entre eux est considéré comme le meilleur, le maître le conduit vers les 5 princes. Il demande à chacun de viser, mais sans tirer, l'œil d'un oiseau posé sur un arbre. Quand ils sont prêts, il demande à chacun, « Que voyez-vous » Le premier prince dit qu'il voit l'œil de l'oiseau, les branches de l'arbre, des fleurs et le ciel au-delà. Le deuxième prince raccourcit quelque peu la liste, mais quand c'est au tour du prince réputé le meilleur archer, il dit « Révéré maître, c'est étrange. Je ne vois rien d'autre que l'œil de l'oiseau. » La morale, concentration extrême sur l'objectif à atteindre, ne permettre ni distraction ni doute. Une autre histoire que Chandrasekhar aimait raconter à ses étudiants était celle d'un laitier en train de livrer le lait tôt le matin. Son chariot heurte une pierre sur la route et verse, répandant tout le lait. Naturellement, l'homme est bouleversé, jure abondamment, mais continue son chemin. Un peu plus tard, une mère conduit son fils à l'école. Le garçon trébuche sur la pierre, se blesse et commence à pleurer. La mère injurie la pierre et poursuit sa route. Cela continue toute la matinée, des gens trébuchant, tombant et jurant. Pendant tout ce temps, un mendiant aveugle, assis sur le bord de la route, se demande pourquoi tous ces gens trébuchent mais ne font rien pour enlever l'obstacle de leur chemin. Finalement, à midi, quand la circulation se calme, il se lève et retire la pierre. À sa grande surprise, il trouve une bourse d'or en dessous. Florence. Il est vrai qu'au cours de sa carrière, Chandrasekhar et ses étudiants ont souvent découvert un trésor caché sous des problèmes rebutants sur lesquels les autres avaient trébuché ou qu'ils avaient négligés. Les problèmes scientifiques sont très souvent complexes. Pour trouver la solution, on procède par tâtonnement et erreur. La mise au point des protocoles pour répondre aux questions que l'on se pose est parfois laborieuse. On échoue plusieurs fois avant d'obtenir le résultat escompté. Quand enfin il est là, il peut nous paraître décevant. Le métier de chercheur est un métier qui peut être ingrat. Ce sont parfois des mois, voire des années, de mise au point de techniques, d'outils avant de pouvoir goûter le fruit convoité. Pour trouver, il faut donc que les chercheurs confirmés ou apprentis en thèse portent toute leur attention sur le problème scientifique qui les occupe. Chandrasekhar avait une façon originale de le faire comprendre à ses étudiants. Je crois que tous les directeurs de thèse se sont voués corps et âme à l'objet de leurs recherches, tout du moins le temps d'obtenir leur poste. Ils souhaitent tous qu'à leur tour, les étudiants se vouent corps et âme à la recherche, ne pas compter ses heures, oublier l'existence du samedi, du dimanche, des vacances, perpétuant ainsi une tradition. Lydie, tu aurais raison de me dire que je fais un portrait caricatural de la vie au laboratoire. Je ne suis pourtant pas sûre de dénaturer la réalité. Je ne peux qu'approuver le fait qu'il faille des mendiants aveugles pour enlever la pierre qui obstrue la voie de la connaissance. Il faut des êtres acharnés sur leur travail, n'ayant guère le temps de se soucier de l'impact économique, éthique ou social de leur activité pour faire avancer la recherche. Les chercheurs obnubilés par leurs travaux, les professeurs cosinus occupés à écrire des équations à n'en plus finir sur des tableaux noirs, enfermés en haut d'une tour, détachés de toute contingence matérielle, sont ceux qui ont souvent participé le plus activement au progrès de la technique et de la connaissance. J'en ai conscience. Au grand jamais,
Je ne mépriserai les personnes qui ont choisi d'offrir leur vie à la recherche. Je leur reproche de ne pas toujours tolérer ceux qui ne font pas ce choix. Combien de fois ai-je entendu mon directeur de thèse dire qu'il fallait que je m'investisse plus dans mon projet de recherche, qu'il était déçu de me voir dépenser tant d'énergie dans des activités extra-professionnelles. Un jour, je lui annonce que je prends un après-midi pour me rendre à une conférence d'éthique à l'école normale supérieure. Il me répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, que je suis libre de gérer mes congés comme je l'entends. Combien de fois me suis-je dit que j'avais de la chance? Il ne m'appelle pas le samedi ou le dimanche pour élaborer le programme de la semaine. Bon nombre de directeurs ne se privent pas de le faire. Une amie me raconte que son directeur l'appelle sur son portable, pour la énième fois dans le week-end, alors qu'elle se promène en barque avec son époux, un dimanche après-midi ensoleillé. Quand son époux comprend qui est l'interlocuteur au bout du fil, il saisit l'appareil et le jette à l'eau. Une question ne cesse de tourner dans ma tête. Pourquoi ne pourrait-on pas faire coexister des profils de chercheurs différents dans la communauté scientifique? Des chercheurs spécialistes, ceux que l'on recrute aujourd'hui, et des chercheurs généralistes ayant une expertise de haut niveau dans un domaine scientifique, mais qui consacreraient plus de temps à la communication, à l'étude de l'impact économique, éthique, social, politique, des recherches avec lesquelles ils sont familiers. Ils reconstruiraient et entretiendraient le lien que les chercheurs spécialistes ont rompu avec la société. Ils rassureraient la population sur bon nombre de thèmes, plantes génétiquement modifiées, clonage, etc., livrés aux fantasmes que les médias ne se privent pas d'entretenir. 50. Yavuz Nutku, un étudiant turc, collabora étroitement avec Chandrasekhar. Les problèmes sur lesquels il travaillait impliquaient beaucoup d'efforts, de terribles calculs, mais pas de réponses simples et saisissantes. Il y avait des moments où je me sentais découragé. Je ne voyais pas l'intérêt d'un programme qui paraissait essayer de ressusciter un dinosaure. Je recevais souvent un appel téléphonique à 7h30 le matin, dit Nutku, qui avait l'habitude de travailler très tard le soir et ne pouvait se réveiller facilement. Cependant, j'avais transféré le téléphone dans ma chambre et acquis la surprenante capacité de répondre et de poursuivre les calculs sans me réveiller. Bel exemple de chercheur possédé. F. Beaucoup d'étudiants et de chercheurs ont la tête non pas dans les nuages, mais au laboratoire. Leur livre de chevet est un ouvrage ou une publication scientifique. Leur nuit est consacrée à l'analyse des expériences de la veille, et ou à l'organisation de celles du lendemain. Je ne serais pas surprise d'apprendre que les chercheurs sont fréquemment sujets à l'insomnie. Il est arrivé plusieurs fois que l'exaltation intellectuelle m'empêche de trouver le sommeil. Quand cela arrive, j'ai l'habitude de dire « Cette nuit j'ai fait du vélo ». Mon cerveau fonctionne à plein régime si bien que je ne dors pas. Les conséquences peuvent s'avérer néfastes. Si la période de surmenage se prolonge, elle peut être suivie d'une période de déprime, qui se manifeste par des coups de blues, une moindre efficacité au travail, étourderie, oubli, etc. Il est essentiel d'évacuer la tension, par la pratique régulière d'une activité sportive qui provoque la libération d'endorphines, molécules produites par notre organisme, dont les effets s'assimilent grossièrement à ceux de la morphine et d'. Apprendre à gérer son énergie, en pratiquant le yoga par exemple, pour doser ses efforts, se relaxer notamment dans les périodes de stress. La dépression nerveuse guette le chercheur. Tu pourrais me répondre qu'elle guette tous les actifs qui exercent une activité professionnelle intense et qui n'ont pas appris à se ménager. Mon sentiment est que les chercheurs sont particulièrement peu soucieux de leur état physique et de leur état d'âme. Il serait peut-être bon de leur rappeler que le cerveau est en interaction permanente avec le reste de l'organisme. Je suis convaincu que notre vie psychique et notre vie organique sont étroitement liées, l'une ne cessant jamais d'influer sur l'autre. Je suis donc persuadé de la nécessité de les ménager toutes les deux. J'aimerais que les directeurs de thèse comprennent que permettre à leurs étudiants de s'aérer l'esprit n'est pas une perte de temps. Pour travailler efficacement, il faut être détendu, serein, reposé. C'est la condition sine qua non pour éprouver du plaisir et du désir dans son travail. L'angoisse et le stress ne peuvent être à terme que nuisibles. Ceci m'amène à aborder les problèmes de gestion des ressources humaines dans les laboratoires, c'est-à-dire le management. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser ce que j'entends et ce que je n'entends pas par management.
Les pratiques managériales sont parfois assimilées, à tort, à des moyens de pression et de soumission du personnel par l'employeur. Entendons-nous bien, je ne souhaite pour rien au monde que les directeurs de thèse exercent de fortes pressions sur leurs étudiants. Je souhaite qu'ils apprennent à être à leur écoute. La naïveté peut être source d'idées nouvelles et originales, que certains directeurs de thèse devraient cesser de s'approprier. Je souhaite qu'ils apprennent à les encadrer, c'est-à-dire à leur accorder leur confiance tout en restant disponibles. On constate qu'en général, les directeurs de thèse sont soit trop laxistes, l'étudiant inexpérimenté est mal encadré et désorienté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.